Bonjour à toutes et à tous. On va voir dans cette capsule-ci certains contrats de travail relatifs à des catégories de professions particulières et qui sont réglementés par la loi du 3 juillet 78 sur le contrat de travail. On va voir assez brièvement le contrat de travail domestique et le contrat d'occupation de travailleurs à domicile. Et puis, on verra de manière un peu plus approfondie le contrat de travail de représentant de commerce et dans une capsule suivante, on verra le contrat de travail, le contrat d'occupation d'étudiant. Voilà. Alors, le contrat de travail domestique, pour la définition du contrat de travail, on l'avait déjà vu en début de cours, c'est l'article 5 de la loi du 3 juillet 78. Et puis, les dispositions particulières qui s'appliquent euh, se trouvent aux articles 108 à 118. Alors, le contrat de travail domestique est défini comme un contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage, de l'employeur ou de sa famille. Donc, petit rappel, c'est la nature du travail principalement d'ordre manuel et pour les besoins privés du ménage de l'employeur ou de sa famille qui vont caractériser ce type de contrat de travail. On va y appliquer l'ensemble des dispositions générales de droit du travail qu'on a vues, y compris la rémunération due en cas de suspension du contrat de travail, et on va y appliquer particulièrement celle vue pour les ouvriers, puisque les travaux envisagés pour le contrat de travail domestique sont des travaux ménagers d'ordre manuel. Le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, lui, est régi par les articles 109.1 à 109.12 de la loi du 3 juillet 78 et ont pour caractéristique que le travailleur va être occupé à son domicile ou dans un lieu qu'il va choisir lui-même. Durant son occupation, il va continuer à travailler sous l'autorité de son employeur. La particularité, c'est qu'il ne va pas être sous la surveillance et le contrôle direct de l'employeur, puisque par définition, l'employeur n'est pas au domicile du travailleur. Euh, il y a une certaine distance qui les sépare et donc il est difficile d'exercer un contrôle direct sur ce travailleur. Et ce contrat sera d'ouvrier ou d'employé selon la nature du travail qui sera à effectuer, à savoir s'il s'agit de travaux d'ordre manuel ou de travaux d'ordre principalement intellectuel. Alors, il faut distinguer le travailleur à domicile du télétravailleur. Le télétravailleur qui est un travailleur qui habituellement est occupé dans l'entreprise même et puis qui de manière particulière fait du télétravail, qui est une forme particulière de travail à domicile mais qui recourt aux technologies de l'information. Le télétravailleur qui peut être mobile par sa fonction ou occupé dans un local de l'entreprise, mais extérieur et décentralisé. La particularité, c'est vraiment de recourir aux technologies de l'information pour pouvoir accéder aux données, aux serveurs de l'entreprise depuis son domicile. C'est différent du travailleur à domicile qui, à la limite, n'a pas besoin des technologies de l'information. Il peut avoir un PC, mais sans connexion avec le réseau de l'employeur pour pouvoir effectuer son travail, ou pas de PC du tout d'ailleurs, en fonction du type de travail à effectuer. Alors, on va appliquer l'ensemble des règles générales vues et qui est particulière par rapport à ce type de travail-là. Ensuite, le contrat de travail de représentant de commerce, c'est une fonction assez particulière avec un régime particulier, puisque l'article 4 de la loi du 3 juillet 78 sur la relation sur le contrat de travail nous dit que le contrat de travail de représentant de commerce est un contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter, visiter une clientèle en vue de la négociation ou de la conclusion d'affaires. On exclut le secteur des assurances ou voilà. Et alors sous l'autorité ou pour le compte d'un ou plusieurs commettants. Euh, Particularité donc de ce
de ce travail, c'est de véritablement devoir prospecter, visiter une clientèle pour négocier et conclure des affaires. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il va aller se déplacer de client en client, qu'il va trouver des clients, ramener des clients pour l'entreprise et qu'il va être payé d'une manière un peu particulière. Il peut être payé sur une base d'une rémunération totalement fixe, c'est tout à fait possible, c'est assez rare pour un représentant de commerce, il va plutôt avoir une partie fixe et alors une partie en fonction de commission, de rémunération sous forme de commission, c'est-à-dire un pourcentage sur les ventes réalisées. Et la particularité dans ce type de contrat donc, c'est que en cas de rupture du contrat, en cas de cessation de contrat, eh bien, il se pourrait très bien qu'il y ait des ventes qui ont été conclues avant, et qui vont encore porter leurs fruits après. Des clients qui ont été ramenés pendant l'activité du travailleur, du représentant de commerce, et qui vont continuer à porter leurs fruits après, alors même que soit le contrat de travail est suspendu, soit alors le contrat de travail a été rompu. Donc il faut pouvoir prendre ça en considération dans le régime de ce type de travailleur. Voilà. Alors, on ajoute à l'alinéa 2 que nonobstant toute stipulation contraire du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettants et intermédiaires, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire être un contrat de travail de représentant de commerce. Euh, c'est donc une présomption que l'on peut renverser, hein, on peut apporter la preuve contraire, mais du fait que à partir du moment où on a un représentant de commerce, il est engagé sous contrat de travail et ça permet de le distinguer un peu du contrat d'agence commerciale où on va avoir quelqu'un qui fait un peu le même type de travail, de prospecter, de visiter une clientèle en vue de conclure et de la négociation, de la conclusion d'affaires, mais qui ne va pas être sous l'autorité d'un employeur. A priori, on présume qu'il s'agit d'un représentant de commerce. Voilà. Donc, si on veut vraiment que le travailleur soit indépendant, il va falloir que le travailleur, l'employeur, apporte la preuve contraire, mais il y a une protection à l'égard du travailleur. Il est considéré comme étant un représentant de commerce salarié. On exclut dans l'alinéa suivant un ensemble de fonctions. Je vous laisse les découvrir, euh, qui ne bénéficient pas de ce régime, mais qui généralement bénéficient d'un autre régime aussi. Bien. Alors, les caractéristiques donc, du travail, du contrat de travail de représentant de commerce, c'est que le travail, je l'ai dit, consiste à visiter, prospecter la clientèle en vue de négocier ou de conclure des affaires. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer comme régime? Eh bien, les principes généraux, les clauses particulières qu'on a vues pour les employeurs. On ne va pas y appliquer les clauses de non-concurrence, de réglementation sur la durée du travail. Il y a des clauses particulières qui s'appliquent pour la clause de non-concurrence. En ce qui concerne la réglementation sur la durée du travail, en fait, les représentants de commerce ne sont pas soumis euh, aux obligations sur la durée du travail. Il n'y a par exemple pas de régime qui est prévu pour les heures supplémentaires. Et puis, des règles particulières qui vont s'appliquer si on a affaire à un représentant de commerce. Alors, la règle pour savoir si on a affaire à un représentant de commerce ou pas, parmi l'ensemble des travailleurs qui pourraient, qui ont comme type de travail de visiter, prospecter une clientèle, se trouve à l'article 88, qui nous disent que peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre, donc le titre qui régit le contrat de travail de représentant de commerce, le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale. Ce bénéfice n'est pas accordé à l'employé chargé occasionnellement avec son travail à l'intérieur de l'entreprise de démarche auprès de la clientèle, à l'exception du droit inscrit à l'article 90 que l'on verra un peu plus tard. Donc l'idée, c'est qu'on applique ce régime-là à un représentant de commerce qui exerce sa fonction qui consiste à visiter et prospecter la clientèle en vue de négocier ou de conclure des affaires de façon constante, stable dans le temps, et qui a cette fonction à titre principal et pas à titre accessoire ou occasionnel. Donc ça ne s'applique pas pour un employé qui est principalement sédentaire au sein de l'entreprise et qui est accessoirement chargé d'effectuer des démarches auprès de la clientèle pour conclure des affaires.
À distinguer de l'agent commercial ou appelé agent autonome, qui a le même type d'activité, comme je disais, mais qui n'a pas de lien de subordination, qui est un travailleur indépendant et auquel on va appliquer les règles de contrat d'agence commerciale qui sont prévues désormais par le Code de droit économique. Alors, la rémunération, l'ensemble, je vous renvoie au régime du représentant de commerce. Je vous invite véritablement à lire les différents articles parce que la loi a été bien faite et détaille correctement ce type de régime. Il faut surtout l'avoir lu et l'avoir travaillé pour pouvoir retrouver facilement les règles et s'y référer pour l'examen. Sinon, pas de surprise, tout y est dit. La forme de ce contrat, prévue à l'article 89 de la loi sur le contrat de travail, nous dit que la rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en partie à des commissions. Donc, c'est souvent des commissions et souvent un mixte de traitements fixes et de commissions. Si un traitement fixe, ben, elle est à payer chaque mois. Il va porter de plein droit intérêt à partir de la date normale de paiement, c'est prévu par la loi. Pour un autre type de travailleur, c'est la mise en demeure de ce travailleur adressé à son employeur qui va permettre de commencer le décompte des intérêts. Et puis les intérêts sont calculés au taux légal sur le montant brut. Alors quand il est fait usage de paiement de commission, je rappelle généralement le fait cas pour encourager en fait le travailleur à, à- à, à démarcher la clientèle et ramener des contrats. Cette commission peut être soit directe, elle est directe quand le représentant intervient directement dans l'obtention d'un ordre de commande, ou indirecte. Là, c'est lorsque le client qui va s'adresser directement à l'entreprise sans passer par le représentant de commerce. Voilà. S'il y a une commission qui est attribuée, l'article 89 nous dit qu'il faut appliquer les règles prévues par la loi sur le contrat de travail. Il n'y a pas d'autres règles qui s'appliquent. Donc on n'est pas obligé de payer le représentant de commerce sous forme de commission, mais si on le paye sous forme de commission, même en partie, c'est le régime de la loi qui s'applique et pas d'autre. Le droit à la commission pour le représentant va naître au moment où la commande, qu'elle soit directe ou indirecte, va être passée par un client, c'est-à-dire au moment où on va considérer tout simplement que le représentant a terminé sa mission qui consiste à provoquer une commande, puisque le représentant de commerce doit démarcher les entreprises, visiter, la prospecter en vue de négocier ou de conclure des affaires. À partir du moment où l'affaire est conclue, son job est terminé. Et c'est à ce moment-là que naît le droit à la commission. Alors, il faut encore savoir si cette commande va être acceptée ou pas par l'employeur. Euh, L'article 90 nous présume que la commande va être acceptée par l'employeur s'il n'y a pas de refus qui est émis par l'employeur ou de réserve émis par l'employeur par écrit et dans le délai prévu par le contrat de travail avec le représentant, et à défaut de tel délai, dans un délai d'un mois à partir de la transmission de la commande. C'est un délai donc en lequel l'employeur peut refuser en fait la commande ou émettre des réserves par rapport à la commande qui est faite et alors suspendre le droit à la commission. Euh, mais on ne peut pas restreindre le droit à la commission à d'autres conditions. Donc on ne pourrait pas, non, par exemple, restreindre ce droit à la commission parce qu'on estime que le représentant de commerce a fait une remise anormale sur le prix. Ça se gère de manière différente par des sanctions qui peuvent être prévues au règlement de travail ou au contrat de travail, mais pas par une restriction au droit à la commission. Qu'est-ce qui se passe si jamais l'ordre est passé? Donc, la commande est passée par le client, quelque part le représentant de commerce a fait son travail, mais la commande n'est pas exécutée par l'employeur, malgré le fait qu'elle ait été acceptée. Eh bien, comme le travail est fait, en principe, le représentant de commerce a droit à sa commission, puisque c'est tout ce qu'on lui demande, c'est de provoquer une commande. Et il l'a faite. Sauf si l'inexécution de la commande va résulter d'une faute du représentant de commerce. Si l'inexécution est due par sa faute, à ce moment-là, ben, il est normal qu'il n'ait pas droit à sa rémunération.
Si le représentant de commerce est seul à pouvoir prospecter et visiter sa clientèle, il y a une particularité dans les commissions qu'il peut avoir, en ce sens qu'il a droit à une commission pour tout ordre indirect accepté par lui. Donc c'est le cas de figure véritablement où le représentant de commerce est le seul à prospecter la- la clientèle sur une partie d'un territoire donné. Il a l'exclusivité, il est le seul. Et donc s'il y a un client qui habite ce secteur d'activité et qui passe une commande, eh bien, le représentant de commerce a en principe droit à sa commission. Le taux de la commission peut différer, il est librement convenu. Donc, il peut être différencié plutôt entre un ordre indirect et un autre ordre direct. Comme l'ordre indirect, a priori, le représentant de commerce a moins dû y travailler pour l'obtenir, il pourrait très bien, il se pourrait très bien que le contrat de travail prévoit qu'une commission soit plus faible. Euh, donc, cette commission peut être conditionnée. euh, Par exemple, en disant, on peut passer à un ordre indirect, le client peut directement s'adresser à l'entreprise, ça peut directement donner droit à, euh, euh, à une commission, mais par exemple, on va exiger que le représentant de commerce ait tout de même prospecté, visité le client à un certain délai avant la passation de la commande. Dans les 3 mois avant la passation de la commande, par exemple, là, on peut présumer avoir une plus forte présomption que la commande est le fruit de son travail ou avoir un taux de commission qui est moins élevé pour un ordre indirect plutôt que pour un ordre direct. Ce qui est interdit, par contre, si je reviens sur le slide précédent, c'est de dire qu'en cas de commission indirecte, le taux est de 0%. Ça, c'est totalement interdit. On peut prévoir une différenciation dans le taux de commission, mais on ne peut pas prévoir un taux de commission à 0%. Alors, la commission est calculée sur le prix, mais quel prix? Puisque l'objectif d'un représentant, c'est quand même de négocier un prix. Donc, il est intéressant de savoir sur quel prix est-ce que il va obtenir sa commission. Savoir que si est-ce que c'est le prix catalogue et c'est que le prix auquel il le vend euh, au client, déduction faite d'un ensemble de remises, ou c'est le prix sans remise? Qui- Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça, c'est déterminé par l'article 96 de la loi sur le contrat de travail, euh, qui nous dit que bah, soit c'est d'abord sur le contrat de travail que c'est déterminé, et on sait sur quel prix est-ce que ça va être payé, soit alors il y a une cascade qui est prévue par l'article 96 et qui va nous dire, ben, tout d'abord, on va prendre le prix qui figure sur le bon de commande ou l'ordre accepté par l'employeur. Si le client a passé une commande de 100 pièces pour 10 000 euros, eh bien, ce sera sur 10 000 euros. Bon, 10 000 euros avec toutes les remises qui ont été faites. Bon, à défaut de, de travailler sur base du prix qui figure sur le bon de commande, on va travailler sur base du prix courant pour l'employeur. C'est-à-dire qu'il y a des commandes, où c'est le cas où on a juste passé une commande de 10 000 pièces de tel ou tel objet sans préciser le prix. Eh bien, on va prendre le prix courant. Voilà. Et s'il n'y a pas de prix courant, eh bien, in fine, ce sera le prix qui va être facturé au client. Voilà. Pour le paiement, l'employeur doit fournir chaque mois un document justificatif des commissions qu'il a versées. Voilà. Et qui sont généralement dues sur le mois qui précède le mois au cours duquel elles sont passées, le temps que les ordres de commande parviennent et soient traités. Alors, quand est-ce qu'il faut ensuite payer cette commission que l'on vient de calculer? Là, bien, l'article 98 de la loi sur le contrat de travail nous dit qu'elle doit être payée ben, à la date précisée au contrat ou à défaut dans les 15 jours après la remise du relevé des commissions. Voilà. Donc, une fois par mois, il y a un relevé de remise de documents, enfin de relevé des commissions qui va justifier le montant des commissions versées. Et puis, dans les 15 jours, ça doit être payé. À nouveau, ce montant porte de plein droit intérêt au taux légal sans qu'il soit nécessaire que le représentant adresse une mise en demeure à son employeur.
Cas particulier maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une succession de représentants de commerce, à savoir que le représentant de commerce arrête, il y en a un autre qui arrive. euh, Comment est-ce qu'on fait pour régler le sort des commissions? Sachant qu'il y a un principe, il n'y a pas de double paiement des commissions, on ne va pas payer une commission à chaque fois, à la fois à l'ancien représentant et au nouveau. Le principe est assez simple. Le nouveau représentant a droit à la commission issue de son propre travail. Et donc, il va falloir distinguer les clients de l'ancien représentant de commerce du client du nouveau représentant de commerce pour savoir dans quelles conditions l'un et l'autre peuvent avoir droit à une commission durant le délai pendant lequel l'ancien représentant de commerce, et ça on le verra lors de la rupture du contrat de travail, a encore droit à ses commissions sur le travail qu'il a réalisé auparavant. Une clause particulière qui figure parfois, c'est ce qu'on appelle la clause du croire. Alors la clause du croire en de manière synthétique, c'est une garantie qui va être fournie par un intermédiaire commercial contre le risque d'insolvabilité du client à l'égard de son commettant. Alors, quelle est l'idée derrière? C'est que on a vu la commission est due à chaque fois qu'une commande est passée. Et donc, l'employeur va devoir payer son représentant de commerce, enfin lui payer une commission sur base de cet ordre de commande passé. Si cette commande est passée et qu'elle est exécutée, mais que le client ne paye pas la facture, que se passe-t-il? Eh bien, la commission est due. Euh, c'est le principe. Avec toutes les difficultés qui sont derrière, puisque l'employeur, ben, il doit payer une commission, mais la vente n'est pas faite. Et il ne peut pas non plus faire totalement dépendre de la commission du fait que le client, in fine, n'est pas payé. Euh, Ce type d'engagement, c'est la clause du croire qui permet au départ à un intermédiaire, quel qu'il soit, de ne pas recevoir sa commission si la vente qui a été réalisée n'est pas payée in fine. Donc, le principe, c'est que l'inexécution de la commande ne peut donc être invoquée contre le représentant de commerce. Donc, l'employeur ne peut pas venir reprocher euh, à son représentant de commerce que l'employeur, que comme le client n'a pas payé la commande, ben lui, il va pas pouvoir payer la commission. Ça, c'est l'article 90. Mais on permet tout de même l'insertion d'une telle clause si elle est écrite et elle est limitée non, au montant de la commission. Donc, on n'entame pas la partie fixe de la rémunération non payé au représentant ou alors à rembourser plus tard, et s'il y a un préjudice qui est dû à l'employeur par le dol ou la faute lourde du, euh, du représentant de commerce. C'est le cas particulier du représentant de commerce qui va toujours faire passer de grosses commandes au même client qui ne paye jamais ses factures. Là, il y a dol, faute lourde, puisque un représentant de commerce normalement diligent et prudent doit s'assurer d'un minimum de solvabilité du client auquel il fait passer une commande. Et si c'est très bien que ce client ne paye jamais ses commandes, il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas bénéficier des commissions à verser sur ses commandes. Voilà. C'est également normalement un type de bon de commande que l'employeur devrait refuser dans le mois où l'ordre est passé ou à tout le moins y mettre des réserves. Voilà. La clause n'est pas non plus valable s'il n'y a pas s'il y a uniquement une rémunération fixe, puisque cette rémunération est totalement indépendante des ventes passées et qu'il n'y a pas de commission à ce moment-là. Alors que se passe-t-il si jamais le contrat de travail est suspendu? Sachant qu'il y a un décalage temporel entre le moment où le représentant de commerce aura fait ses démarches auprès de la clientèle, où elles vont porter leurs fruits, et le moment de la suspension du contrat. En cas de suspension du contrat, on va appliquer toutes les règles qu'on a vues avant. Ça, on ne va pas les repasser en recours sur ça, il y a pas de difficulté. On va juste se positionner sur la question de la commission. Le principe, c'est que le représentant de commerce va avoir droit à la commission
même si elle est acceptée, si la commande est acceptée pendant la suspension du contrat de travail. En fait, il va avoir droit à tout le fruit de son travail préalable à la suspension du contrat de travail. Tout ce qu'il a fait comme démarche avant que le contrat soit suspendu, qui porte ses fruits une fois le contrat de travail suspendu, va lui donner droit à sa commission, ce qui est en fait normal et c'est le régime légal qui est prévu. Donc il va avoir droit à l'ordre direct apporté avant la suspension, à l'ordre indirect qui est arrivé avant la suspension si le représentant a l'exclusivité de sa clientèle sur son secteur, ça ce sont les clauses normales, et puis également aux ordres indirects qui sont arrivés pendant la suspension si le représentant prouve avoir entamé la négociation avant la période de suspension, peu importe l'exclusivité dans ce cas-là. L'idée, c'est vraiment qu'il ait droit au fruit de son travail, même si ce fruit arrive pendant la période de suspension de son contrat de travail. Alors, on doit également lui payer en cas de suspension de son contrat de travail les commissions qui sont dues pendant l'exécution du contrat de travail mais qui n'ont pas été encore liquidées. C'est le fameux relevé de liste de commissions qui doit être payé euh, dans les 15 jours, sauf s'il y a une autre date prévue dans le contrat de travail. Euh, Si entre le moment où cette liste a été envoyée, de commissions à payer a été envoyée au représentant de commerce et le moment où elle est liquidée, il tombe malade, eh bien, elle doit tout de même être liquidée. Il faut quand même la payer, même en cas de suspension du contrat de travail. La rémunération due en cas d'incapacité de travail pour les employés, tel qu'on l'a vu dans une autre capsule, c'est des articles 70 à 73 auquel fait référence l'article 90, c'est ce régime-là, le pécule de vacances et la rémunération des jours fériés. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas payer aux représentants en cas de suspension du contrat de travail? Eh bien, tous les frais liés expressément à l'activité qui ne va plus être effectuée, comme les frais habituels de déplacement, de représentation, les titres repas, qui sont vraiment liés à l'exercice de l'activité. C'est la même chose pour les ouvriers, pour les employés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la rupture du contrat de travail? Qu'en est-il du droit à la commission? Ben, c'est un peu le même mécanisme qui a été mis en place que pour la suspension du contrat de travail qu'on va appliquer, à savoir que l'en- le représentant de commerce a droit à tout le fruit de son travail préalable, qu'on va toutefois limiter parce qu'il peut y avoir droit de manière indéfinie. Donc il va avoir droit à l'ordre indirect qui va être apporté avant c'est pas la suspension, mais c'est la rupture du contrat de travail. L'ordre indirect qui est arrivé avant la rupture du contrat de travail, c'est le représentant à l'exclusivité de sa clientèle et dans son secteur, ou l'ordre indirect arrivé pendant la suspension si le représentant prouve avoir entamé des négociations avant cette période, peu importe son exclusivité. Et les fournitures également échelonnées faites pendant les 6 mois de la date de cessation. Les fournitures échelonnées, ce sont les contrats sur un plus long terme et qui ont été passés, eh bien, il aura droit au maximum, aux commissions sur maximum 6 mois de ce contrat. Le délai de paiement, c'est comme pour les contrats en cours. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de différence particulière. Euh, En ce qui concerne les calculs des cotisations de sécurité sociale, il faut savoir qu'elles sont payables par trimestre. Et bien, de manière fictive, on va rattacher l'ensemble de ces commissions qui vont tomber plus tard après la cessation du contrat de travail. On va le rattacher de manière fictive au dernier trimestre. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va devoir faire le relevé des commissions à payer, il va falloir aller rectifier le dernier trimestre en cours pour pouvoir inclure dedans les commissions. Si on le faisait sur d'autres trimestres, ça voudrait dire que le travailleur a continué à travailler pendant ces autres trimestres, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle on rattache ça à un trimestre, le dernier au cours duquel il a travaillé. Euh, Est-ce que on inclut ces commissions dans le calcul de l'indemnité de rupture? Ben oui, si le droit du représentant existait au jour de la rupture, c'est-à-dire sur les ordres déjà donnés et déjà acceptés.
Une indemnité particulière à devoir due en raison du caractère particulier du travail fait par le représentant de commerce, qui est d'apporter une clientèle, parce que jusqu'à présent, on a vu des règles qui permettent de tenir compte du fait qu'il y a eu un droit un droit à une commission en raison d'autres passés, mais l'objectif du représentant de commerce, c'est également de ramener des clients, des nouveaux clients pour l'entreprise et des clients qui vont potentiellement, et fort heureusement pour l'employeur, rester après le départ du représentant de commerce. Donc il y a encore un fruit de travail qui va arriver après le départ du travailleur et dont on tient compte dans le cadre du calcul de l'indemnité d'éviction. Donc, c'est vraiment propre à l'activité du représentant de commerce qui est de développer une clientèle. Donc, à son départ, l'entreprise va continuer à bénéficier du fruit de son travail, alors que le représentant de commerce, lui, est privé de ses commissions. L'idée de l'indemnité d'éviction, c'est donc de réparer cette perte. Alors, elle s'applique, elle est prévue à l'article 101 de la loi sur le contrat de travail et nécessite plusieurs conditions. Tout d'abord, la condition d'apport de clientèle, puisque c'est ce qu'on va réparer, c'est l'apport de clientèle qui ne va pas générer de commission pour le représentant de commerce en contrat de travail a cessé. Il faut pouvoir démontrer une augmentation, un apport de clientèle. C'est quoi un apport de clientèle? C'est une augmentation significative soit du nombre de clients pendant la période durant laquelle le représentant de commerce a travaillé, soit du chiffre d'affaires. C'est au représentant de commerce à approuver son apport. Euh, c'est un peu facilité par le fait qu'on présume qu'il y a un tel apport si jamais il y a une clause de non-concurrence qui est prévue dans le contrat de travail du représentant de commerce ou si il a suffisamment d'ancienneté dans l'entreprise. C'est une ancienneté assez substantielle, au-delà de l'ancienneté requise. Parmi l'ancienneté requise, il faut une ancienneté d'un an, c'est ce que le législateur a estimé comme délai minimum pour pouvoir droit à une telle indemnité. Il faut que la rupture du contrat soit attribuable à l'employeur et se fasse sans motif grave. Elle ne s'applique pas si euh, le, le représentant de commerce démissionne. Et l'employeur peut refuser le paiement d'une telle indemnité s'il prouve que son représentant de commerce ne subit aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat. C'est par exemple le cas quand, après la rupture de ce contrat, le représentant de commerce part à la pension. Il aurait de toute manière arrêté de travailler. Donc là, dans ce cadre-là, on considère qu'il n'y a pas d'indemnité d'éviction qui est due puisqu'il n'y a pas de perte à réparer. Alors, le montant, comment est-ce qu'on calcule ça? On le calcule de manière forfaitaire, en se disant, un peu comme pour un préavis, si on a une ancienneté entre 1 an et 5 ans, c'est 3 mois de rémunération. S'il y a plus de 5 ans de rémunération, on va rajouter à ces 3 mois de rémunération 1 mois par tranche complémentaire entamée, entière, et par tranche de 5 ans. Ensuite, on va appliquer le même calcul que pour une indemnité de rupture. Alors, on dit absence de lien avec le montant de la rémunération, en ce sens que c'est un forfait sur base de l'ancienneté et pas de la rémunération, pas du nombre du montant des commissions ramenées. C'est sur base de l'ancienneté. Par contre, le montant forfaitaire, lui, va prendre en compte la rémunération puisque le forfait est consiste en un paiement de rémunération. Euh, le, le paiement, ce paiement se fait à la cessation du contrat et à nouveau, il va porter de plein droit intérêt au taux légal. Il sera payé soumis aux cotisations de sécurité sociale et soumis au précompte professionnel, comme on l'a vu précédemment. Des dommages et intérêts peuvent également être dus en plus de l'indemnité d'éviction qui répare déjà une perte si la rupture se fait pour motif grave qui est imputable à l'employeur et si l'indemnité qui va être payée ne va pas couvrir ce préjudice particulier. Donc il faut vraiment démontrer un autre préjudice. C'est un peu comme ce qu'on avait déjà vu dans le cadre de licenciement des travailleurs employés ouvriers où on pouvait ouvrir le droit à à la réparation d'un préjudice moral
qui n'auraient pas été couverts par l'indemnité de rupture ordinaire. Alors, on va également voir ici la clause de concurrence parce qu'elle s'applique particulièrement au contrat de travail de représentants, mais ce type de clause de concurrence peut se retrouver également dans les contrats de travail d'employés. C'est rarement le cas pour les ouvriers. Alors, c'est quoi une clause de non-concurrence? C'est une clause par laquelle un travailleur va s'interdire lors de son départ de l'entreprise d'exercer des activités qui sont similaires à celle de son employeur, soit en exploitant une entreprise personnelle, donc soit en exerçant le même type d'activité, soit en s'engageant chez un employeur concurrent qui a les mêmes activités aussi, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant pour lui-même ou au profit de son concurrent les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci en matière industrielle ou commerciale. L'idée, c'est d'éviter que une sorte de concurrence déloyale s'installe par le fait que ce travailleur soit se mette à son compte et fasse des démarches auprès d'anciens clients de son employeur, de ses collègues pour les débaucher ou dénigre les produits fabriqués par son ancien employeur. Alors, des conditions de validité pour qu'une clause de non-concurrence puisse être inscrite dans un contrat de travail. On ne peut pas le faire pour n'importe quel type de contrat de travail. En fait, cette validité est soumise à un montant de rémunération, c'est-à-dire à savoir que si le travailleur a une rémunération inférieure à environ 35 000 euros, ce type de clause est interdite. Elle est autorisée uniquement si la rémunération du travailleur est d'au moins plus ou moins 35 000 euros. C'est un montant qui varie chaque année. Et pour le moment, c'est environ 35 000 euros. Euh, D'autres conditions également, il faut que ça ne peut concerner que des activités similaires. Euh, c'est un peu idiot à dire, mais si on est travailleur dans une boucherie et qu'ensuite on est travailleur dans un secteur totalement différent, ben, ça ne s'applique pas. Il faut vraiment que ce soit des activités similaires, puisque le but, c'est vraiment d'éviter que, que l'un prenne les anciens clients de l'autre ou dénigre ses produits. Une zone d'application particulière, on peut uniquement la faire valoir dans un certain territoire qui doit être délimité, qui ne peut pas concerner l'ensemble du pays de telle manière que ce travailleur puisse tout de même reprendre son activité dans un autre territoire. L'idée, c'est que le représentant de commerce ici ou un employé tout à fait normal ait acquis une connaissance, une expérience, puisse l'utiliser. On veut éviter qu'il commette un préjudice à l'égard de son ancien employeur en reprenant ses clients. Euh, c'est valable dans une certaine zone géographique, ce n'est plus valable en dehors de cette zone géographique. Une durée maximum également de 12 mois. Au-delà de 12 mois, le travailleur est libre. Et puis, l'absence d'obligation de paiement d'une indemnisation en cas de rupture. Ça, c'est particulier pour le représentant de commerce, c'est-à-dire que s'il y a rupture du contrat de travail, il y a une indemnité d'éviction qui est due, mais il n'y a pas d'indemnité pour clause de non-concurrence, tandis que pour les ouvriers ou les employés qui ont appliqué ce type de clause, ils ont droit au paiement d'une indemnisation particulière pour faire entrer en jeu cette clause. La clause doit être écrite dans le contrat de travail en précisant les activités qui sont similaires qui sont concernées et le représentant de commerce, enfin l'employeur du représentant de commerce ne peut pas renoncer à l'application de cette clause comme pourrait le faire dans le cas euh, l'employeur d'un ouvrier ou d'un employé dans les autres types de contrats de travail. Alors, cette clause ne peut pas s'appliquer de non-concurrence, donc ne peut pas s'appliquer dans les 6 premiers mois du contrat de travail, comme pour les ouvriers et les employés. C'est une sorte de période de test dans le cas de laquelle on considère que le travailleur ne peut pas accumuler suffisamment de connaissances que pour porter véritablement préjudice à son ancien employeur. Euh,
sauf si la rupture est attribuable à l'employeur et uniquement si la rupture est attribuable à l'employeur après 6 mois, pas en cas de démission. Alors, si jamais il y a violation de la clause par le représentant de commerce, le contrat de travail peut prévoir une sanction. La loi n'en prévoit pas en tant que telle. Donc, euh, si la loi n'en prévoit pas et que le contrat de travail n'en prévoit pas, il y aura application du régime de responsabilité de droit commun, à savoir qu'il faut prouver une faute, ben oui, la violation d'une clause de non-concurrence, un dommage qu'il va falloir chiffrer et pouvoir établir le lien entre cette faute et ce dommage. Voilà. Ça, c'était pour ces types de contrats de travail un peu particuliers et le contrat de représentant de commerce particulièrement. Si vous avez des questions par rapport à ce type de contrat de travail, vous pouvez les poser sur le forum de Moodle. Merci à vous.